Et lancé. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire du Florian Mansion Institute qui aujourd'hui va traiter de la valeur travail. On va essayer de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de l'animer avec Jean-Christophe Edos, qui est notre consultant au siège, un de nos consultants au siège à Montpellier et habitué de nos webinaires, puisqu'on en a co-animé quelques-uns. Bonjour Augustin, bonjour à tous nos webinaristes. Dis-moi, Jean-Christophe, ton rôle va être donc d'animer un petit peu le webinaire avec moi, mais surtout de reprendre les questions. De donner la parole, mon rôle va être de donner la parole aux personnes qui s'expriment par écrit, dans la mesure où ce webinaire, effectivement, est sans interaction au niveau des micros pour les participants, voilà, de faire remonter les remarques, les questions éventuelles. Ok, super. Je vois que tout le monde est là, très nombreux. Alors, je vois des bonjours, donc super, ça veut dire que ça y est, vous êtes tous connectés. Est-ce que vous pouvez me dire que le son est bon, que vous nous voyez correctement et que vous voyez le slide avec la présentation? Juste des petits oui. Son parfait. Ça a l'air parfait. Eh bien, bravo, très bien, on est bon. Allez, c'est parti. On va donc, sans plus tarder, rapidement se présenter tous les deux, Jean-Christophe. Comme vous le verrez au niveau de la présentation, vous avez ici nos deux CV. Je passe dessus rapidement. Je me présente, Augustin Valero, donc je dirige le Florian Mansion Institute maintenant depuis plus de 20 ans. Et je co-dirige le cabinet avec Loïc Douillère, mon associé, et Florian Mansion lui-même. À toi, Jean-Christophe. De mon côté, je travaille en collaboration avec le Florian Mansion Institute depuis maintenant 4 ans, essentiellement sur le département de l'Hérault, en tout secteur d'activité, sur des recrutements postes d'encadrement. Et j'ai une carrière professionnelle qui s'est réalisée au sein de la grande distribution, de l'immobilier, de la publicité, de l'accompagnement de chefs d'entreprise en développement commercial et en recrutement. Voilà, Augustin. Super. Alors, je vais juste vous parler des événements à venir. Donc, désolé, j'ai un petit peu. Donc, en fait, sachez que le 23 mars, nous organisons une formation sur recruter sans discriminer. Et le 18 avril, nous avons également une formation mieux travailler avec son assistante, en fonction de la personne. Vous le savez, nous avons publié en janvier donc notre nouvel ouvrage, le recrutement par indice. Vous avez ici sur ce slide la présentation et la possibilité sur notre site internet, sur florianmansion.com, de l'acheter en ligne, puisque on a lancé la vente en ligne depuis janvier. Et Loïc vient de mettre le lien sur le chat. Super, merci Loïc. Les webinars en 2023, donc vous avez toute la liste des webinars. Je vous laisserai la consulter. De toute façon, ce que je suis en train de présenter là, on va vous l'envoyer également par mail et vous pourrez le consulter. Allez, on attaque sur ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que ce soit quand même un webinaire très participatif. J'ai besoin d'avoir votre avis. Si vous vous intéressez à la valeur travail, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous souhaitez dire aussi, et donc c'est l'occasion. On est là pour échanger. Et tout d'abord, ma première question, c'est pourquoi travaille-t-on? Allez, si vous êtes déjà peut-être toi, Jean-Christophe, qu'est-ce qui te motive à travailler? C'est une très bonne question, Augustin. Aujourd'hui, le travail, c'est un accomplissement, mais effectivement, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est pour ça que poser la question de la valeur travail en 2023 est une excellente question. Depuis le début du XXe siècle, cette perception de la valeur travail a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je crois que comme une grande majorité des personnes qui travaillent, je cherche un mix entre l'accomplissement personnel et l'accomplissement professionnel. Mais c'est vrai que le travail n'est peut-être plus une fin en soi. Je ne sais pas, je pose la question. Pas mal, bon. Alors, qu'est-ce que nous avons comme retour de la part de nos webinaristes? Je vois qu'Olivier Kern dit que time is money, donc on pourrait en déduire qu'il travaille pour l'argent essentiellement. Ouais, d'accord, pas mal, c'est une bonne raison. Anne nous indique que c'est un accomplissement et un dépassement de soi. Cécile nous dit que c'est pour produire, pour se produire. Ouais. Elle nous dit que ça dépend du travail, effectivement, ça peut dépendre du travail. Bien sûr. Donc des thématiques, effectivement, qui ne sont pas inconnues. Bon, super. Bon, l'idée, c'est ça. N'hésitez pas à continuer à nous donner des propositions. Et nous, on va vous livrer aujourd'hui notre expérience de recruteur parce que, comme tu le sais, on voit en permanence des candidats que l'on suit tout au long de leur vie. Et on a vu des choses se modifier. Et c'est vrai que le rapport que nous avons avec les candidats montre bien un petit peu l'état du marché du travail aujourd'hui. Et ce que l'on retrouve le plus souvent, et ce slide va bien l'illustrer, c'est que finalement, on travaille tout d'abord, bien sûr,
pour gagner de l'argent, hein, c'est une finalité qui nous permet de vivre, bien sûr. La reconnaissance, ça c'est un élément qui ces dernières années devient très important aussi, parce qu'en matière de management, la reconnaissance est un outil stratégique aussi. La réalisation de soi, donc on retrouve un petit peu les termes qui avaient été repris il y a très longtemps par Maslow, le fait d'avoir de l'activité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Être actif, finalement. On sait très bien que lorsqu'une personne perd son job et se retrouve au chômage, il y a peut-être quelques jours, les premiers jours qui se passent bien, et puis après, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire de la journée, de sa journée. Donc, c'est un vrai sujet. La sécurité, toujours pareil. Je travaille pour être moi en sécurité et mettre les miens en sécurité, et bien évidemment le statut social. On est d'accord que aujourd'hui le travail, en tout cas ça a toujours été un des éléments importants, vous amène une reconnaissance sociale également aussi, voilà, et pas que professionnelle. Est-ce que tu as des choses à ajouter depuis... Alors, une remarque par rapport à ta photo sur l'intégration, effectivement, Elisabeth qui indique que il travaille pour vivre un échange avec d'autres personnes pour s'enrichir. Voilà. Effectivement, ça correspond à cette notion d'intégration. Voilà, et l'opposé qu'on voit juste dessous du doigt, c'est la désintégration. Donc bon, c'est ce qu'il faut éviter justement. En tout cas, c'est ce qu'on veut tous aujourd'hui, c'est faire partie d'une société, d'une organisation, d'un environnement, et donc tous ces points sont importants. Encore une fois, n'hésitez pas à continuer à agrémenter tout ça. Alors, par rapport à l'aspect social, une remarque de Catherine intéressante. Effectivement, c'est un lien social. Répondre « je suis au chômage », c'est difficile comme réponse. C'est vrai que c'est pas forcément socialement facile à assumer. Donc, il y a aussi cette question-là d'intégration sociale. Bien sûr. On a vraiment un sujet autour de la valeur travail qui est un sujet d'intégration sociale et sociétale. Et bien évidemment, mais en même temps, ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir que cette valeur travail, nous, en tant que recruteurs, on l'a vu évoluer ces dernières années, tout simplement parce que le marché du recrutement reflète vraiment la relation au travail. Et là, vous l'avez ici dans ce slide. Qu'est-ce qu'on a observé, nous, depuis quelques années? Mais tout d'abord, des attentes et des comportements nouveaux de la part des candidats et des collaborateurs. Et là, on va retrouver des phénomènes qui sont assez nouveaux, et toi, tu dois le vivre au quotidien avec moi aussi. Hein. On essaie de le limiter, mais bon, ça, on le voit dans nos environnements, c'est que les nouveaux comportements, en tout premier lieu, ça va être cette notion d'infidélité professionnelle. Alors pourquoi? Parce que on n'hésite plus à changer de job pour plein de raisons, ou même de quitter son entreprise, et on verra un peu plus loin pourquoi j'ai voulu mettre ça en avant. Il y a aussi la notion d'exigence de plus en plus importante. Aujourd'hui, les candidats et les collaborateurs ont des attentes aussi vis-à-vis des employeurs qui n'étaient peut-être pas exprimées de la même manière auparavant. On pouvait s'arrêter au salaire, on pouvait s'arrêter à des conditions de travail. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, y compris sur les conditions de travail et la relation que l'on veut avoir avec la mission et l'objet de l'entreprise dans laquelle on bosse. N'hésite pas, hein, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, ce sera avec grand plaisir que tu pourras relever ça et que je pourrai le commenter. On observe, et ça c'est évident depuis maintenant plus de 20 ans, mais enfin, surtout depuis 15-20 ans, c'est cette notion de reconversion professionnelle qui devient de plus en plus importante. Nous, on le voit au travers de notre activité qui est quand même le bilan de compétences, et on s'aperçoit que beaucoup de salariés et beaucoup de collaborateurs et collaboratrices souhaitent, à un moment donné de leur vie, faire un point et pourquoi pas changer complètement de vie. C'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas sous ces dernières décennies, et que nous ne voyons pas forcément avant. Bien entendu, ça va amener derrière à des tensions, parce que il y a des métiers qui étaient plus appréciés auparavant. Je pense à des postes comme des fonctions d'experts comptables, les commerciaux également aussi, hein, on a des tensions dans ces métiers-là, certaines fonctions juridiques, même un grand nombre de métiers dans l'informatique sont tendus, soit parce qu'ils ont un grand succès du fait du grand nombre de recrutements, soit parce qu'il y a de moins en moins de candidats attirés par ces métiers. Donc ça, c'est ce que l'on constate, nous, au quotidien, aujourd'hui. Et puis Olivier fait remarquer, qu'effectivement, il se retrouve dans cette analyse. Il dit que le paradigme s'est inversé, effectivement, oui. Sur la fin du XXe siècle, au début du XXIe, le paradigme s'est inversé. Une remarque aussi concernant l'infidélité professionnelle, aussi la volatilité professionnelle, c'est que
je ne sais pas qui a initié la chose, mais au niveau des entreprises aussi, il y a une sorte d'infidélité. Pendant un certain temps, les collaborateurs et les collaboratrices avaient un côté interchangeable et en fonction des structures et en fonction des pays, on pouvait du jour au lendemain se retrouver sans activité alors qu'on s'était impliqué dans son travail. Alors, c'est vrai. L'infidélité, elle est large au niveau des candidats et aussi au niveau des entreprises. Oui, moi je pense qu'elle résulte en fait premièrement, une évolution aussi de la relation des entreprises à leurs collaborateurs. C'est vrai qu'avant on faisait sa vie dans une entreprise et puis sont arrivées d'autres formes de travail avec l'intérim, des missions courtes, le CDD qui ont amené derrière à avoir une relation qui est beaucoup moins sur la durée et donc forcément les entreprises elles-mêmes étant peut-être moins fidèles, les collaborateurs ont fait de même et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire que on a vu nos parents travailler dans les mêmes entreprises pendant des années, puis on a vu des grands licenciements, on a vu aussi l'arrivée d'un travail beaucoup plus flexible, avec notamment cette notion d'intérim, et donc un attachement moindre à cette relation que l'on pouvait avoir à l'entreprise. En fait. Mais c'est vrai, c'est un constat des deux côtés. Alors, pour continuer dans la présentation, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le contexte qui a favorisé ces évolutions et ces nouveaux comportements. Et notamment, on a le premier phénomène, c'est l'arrivée, c'est un phénomène sociétal qui est donc l'arrivée des loisirs et cette notion d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire, c'est devenu depuis les 35 heures aussi un sujet important, le temps dédié aux loisirs. Et c'est vrai que on en parlait l'autre jour, toi et moi, Jean-Christophe. Avant, on travaillait beaucoup la semaine pour prendre beaucoup de loisirs le week-end. Et aujourd'hui, on a envie de prendre du loisir aussi tout au long de la semaine. Et ça a modifié beaucoup de choses dans la relation au travail. Et puis, c'est un modèle qui a été vendu au niveau des concepts économiques. Il ne faut oublier que Keynes annonçait la société de loisirs et annonçait sur le début du XXIe siècle, en fin de compte, qu'on travaillerait quasiment plus dans la semaine pour se consacrer au loisir. Donc, à force de nous vendre certains concepts, il n'est pas étonnant qu'on cherche à les obtenir. Exactement. Tu as d'autres remarques sur le chat là que tu souhaites relever ? Il y a une personne qui faisait remarquer, je reviens sur le propos précédent, que le terme d'infidélité était pas forcément, était un peu impropre, c'est vrai. Ce qu'on disait, on est sur de la volatilité plus que de l'infidélité. Mais... Oui, c'était pour marquer les esprits, vous avez tout à fait raison. La notion d'infidélité n'est pas très jolie, mais bon, ça nous permet de mettre un mot sur quelque chose qui est un phénomène qui peut être aussi un peu déstabilisant pour les entreprises et on est d'accord, c'est la volatilité et c'est surtout une grande flexibilité dans les relations au travail, c'est vrai. Une autre remarque concernant l'idée de loyauté, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ont pu s'investir avec loyauté, qui n'ont pas forcément retrouvé cette loyauté de la part des sociétés qui les embauchaient, d'où à nouveau ce problème de volatilité. Alors, ça rejoint exactement notre propos, c'est-à-dire que ce qui a créé ces nouveaux comportements et cette relation au travail, c'est le contexte, l'histoire que l'on a avec notre relation au travail dépend des époques, des périodes et de la place de l'entreprise dans ces périodes. Quand je reviens sur le deuxième élément, c'est la précarisation de l'emploi. On a aujourd'hui, en plus, des emplois précaires et on observe quelque chose qui est paradoxal, en fait, c'est l'arrivée des travailleurs pauvres. C'est aussi ça qui a créé une scission dans la relation à la valeur que l'on accorde au travail. C'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui bossent, qui sont des travailleurs pauvres. Et c'est un sujet de société aujourd'hui qui est important et qui a changé beaucoup de choses par rapport à notre relation au travail. Un autre point qui est important aussi ces dernières années, c'est l'apparition de cette notion de discrimination au travail, quelle que soit la discrimination d'ailleurs, par rapport aux jeunes, par rapport aux seniors, par rapport aux femmes, par rapport aux sujets raciaux tels qu'on les connaît. Bon, on a eu l'occasion d'en parler régulièrement et puis d'ailleurs, comme vous l'avez vu, nous faisons des formations, et notamment sur ce sujet. L'arrivée de ce terme de discrimination dans le monde du travail, quelque part, par rapport à la valeur qu'on accorde au terme travail, va faire évoluer les choses de manière pas forcément positive. Tu es d'accord avec moi, j'imagine ? J'ai une réaction aussi par rapport à l'évolution du contexte d'Elisabeth, qui fait du conseil en RH pour les TPE et qui dit que la crise sanitaire, le passage du Covid qui a rebattu les cartes, dans la mesure où les gens effectivement ont été amenés à développer le télétravail, se sont rendus compte que leur présence était
dans certains cas pas forcément indispensables, ou alors que leur implication a été moins bien valorisée par leur employeur. C'est vrai que dans l'évolution du contexte, c'est partie des choses qui ont eu un impact dans l'évolution de la perception de la valeur travail. C'est vrai. J'ai volontairement pas voulu mettre l'accent une fois de plus sur cette période de Covid. J'ai voulu aussi qu'on approche un petit peu notre réflexion de manière plus globale, mais c'est vrai que cette période a créé des conditions de travail nouvelles, et ces conditions de travail nouvelles ont modifié également aussi notre relation au travail. On va en parler un petit peu plus loin, puisque le télétravail fait partie aussi des éléments qui ont modifié beaucoup de choses. Un point important aussi, et ça, il va falloir, on va en parler longuement aujourd'hui aussi, c'est cette notion de burn-out, un mot qui est arrivé il y a quelques années, qui n'existait pas, moi je pense, à l'époque de mes parents, le burn-out, ça n'existait pas. En tout cas, ils ne portaient pas ce nom-là. Et il y a ce mot qui revient très régulièrement, ça a déjà été dit aujourd'hui, cette perte de sens et la notion de conflits, donc forcément sociaux, qui s'ajoutent à tout ça. Donc, ce sont trois mots qui sont venus influencer, et puis il y a d'autres phénomènes aussi, mais ce sont des éléments de contexte qui ont changé notre relation au travail et pas toujours dans le bon sens, en fait, dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors, je propose qu'on continue notre réflexion, sauf s'il y a encore des petits points à traiter là-dessus. On peut avancer, Augustin. Il y a pas mal de réactions, mais effectivement, il faut qu'on avance. Ok. Alors, tout d'abord, toujours pour aller dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, notre point de vue, nous, en tant que recruteurs, on fait un constat en 2023, c'est que à l'ère du burn-out, justement, on n'a jamais autant parlé et autant recherché le bonheur au travail. Alors, pourquoi j'utilise ce terme? Parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'articles RH qui évoquent cette thématique-là, le bonheur au travail. Et on a vu naître des métiers. On en pense ce qu'on veut, hein. C'est des métiers qui peuvent être intéressants, mais qui n'existaient pas auparavant. Donc, les fameux Chief Happiness Officer, quand même, ça c'est un terme qui est arrivé ces dernières années, avec cette nécessité pour les collaborateurs d'être heureux au travail, et même à tel point qu'on crée une fonction pour qu'ils le soient. J'espère que ça va vous faire réagir, mais pour moi, ça crée une sorte d'obligation, il faut être heureux au travail, et du coup on va même vous mettre au-delà du baby-foot et d'un côté très start-up dans l'organisation, et bien on va vous mettre en plus quelqu'un qui va vous aider à être heureux dans votre entreprise. Bon, c'est... Ça me rappelle une citation de Julia de Funès, qui a pas mal travaillé effectivement sur leur travail, et qui dit il y a un problème en ce moment, c'est qu'il ne faut pas confondre accomplissement dans le travail et bonheur de l'entreprise, qui sont deux choses totalement différentes. Exactement. Et même bonheur tout court, hein, comment on définit ça? C'est notre débat plus philosophique. Alors, et notre point aussi, et ça c'est important de le mettre en avant, et j'aimerais avoir vos réactions là-dessus. C'est vrai aussi qu'on a vu énormément le phénomène du développement personnel s'accélérer ces dernières années, beaucoup de formations sur ces sujets-là, une recherche permanente aussi de l'accomplissement de soi. Est-ce que c'est parce que on n'arrive plus à s'accomplir et à se sentir bien dans ses baskets au travail, quand on le cherchait ailleurs, dans des pratiques, dans des disciplines? Est-ce que ces pratiques et disciplines ont fait du bien aussi à la société et au monde du travail? Certainement, je pense qu'elles ont leur rôle à jouer, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Le développement personnel, c'est un sujet dont on parle tout le temps, et y compris en matière de management et ressources humaines aujourd'hui. Voilà. J'insiste aussi sur d'autres points qui se sont accélérés ces dernières années, et je l'ai évoqué tout à l'heure. Tout d'abord, le bilan de compétences. Vous le savez, c'est un outil qui vous permet de réfléchir et de faire évoluer votre projet professionnel. Eh bien, on voit une accélération ces dernières années, à tel point qu'il est financé aujourd'hui par les OPCO, et qu'on voit énormément de cabinets spécialisés dans ces thématiques-là. Nous-mêmes avons une très forte activité dans ce domaine, et même un département qui accompagne pas mal de bénéficiaires. Voilà. Et le coaching est arrivé aussi, un coaching qui s'est massifié. Vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui dans une réunion, en tout cas dans le monde de l'entreprise ou dans le monde des réseaux économiques, sans rencontrer un coach. Voilà, ça fait partie des grands phénomènes que l'on observe, et différents types d'accompagnement divers et variés. Donc tout ça dans un contexte où on a des nouveaux mots un peu barbares qui apparaissent, qui sont venus s'ajouter à cette notion de burn-out. Est-ce que vous connaissez le burn-out? Ça vous parle? Toi, tu connais, toi, Jean-Christophe?
Oui, oui, l'ennui dans le travail. La nuit, ouais, la nuit au travail. Et ça, c'est un sujet qui apparaît, en tout cas que l'on voit de plus en plus. C'est vraiment euh, un des termes que je vois de plus en plus dans les différents articles RH que je peux lire. Et même, c'est une bonne raison pour quitter une boîte. Très souvent, quand vous demandez à un collaborateur pourquoi est-ce que vous avez quitté cette entreprise ou vous souhaitez partir, mais c'est parce que je m'ennuie. On vous le dit de différentes façons. Hein. Je plafonne, j'ai plus d'avenir. Ouais, mais en fait, je m'ennuie, quoi. Entre guillemets, je m'emmerde. C'est bon. Alors après, vous avez une autre notion qui est arrivée aussi, c'est le burn-out. Et celle-ci est quand même assez triste, je trouve, parce que ça veut dire que c'est la perte de sens au travail. Voilà. Non seulement je m'ennuie, mais en plus derrière, ben, ce que je fais n'a pas de sens. Et du coup, ben, je perds mon énergie en fait. Voilà, voilà. Et c'est malheureux parce que c'est tout le contraire de ce qu'on attend d'un job. Donc voilà. Et puis enfin, un terme que l'on voit de plus en plus, que je vous laisserai traduire si vous le souhaitez, c'est le bullshit job. Et donc, bon, je vais quand même le faire. C'est le job de merde. C'est un terme qui revient de plus en plus aussi, et y compris dans les réseaux sociaux. N'oubliez pas aujourd'hui que ce que l'on vous dit vient évidemment de ce que l'on peut observer, de nos relations aux candidats et au marché de l'emploi, mais beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, et on verra tout à l'heure, y compris sur TikTok, un nouveau réseau, en tout cas le réseau de nos jeunes, qui est en train d'intégrer aussi pas mal de sujets autour de l'entreprise. Des réactions peut-être? Odile fait remarquer par rapport au réseau et par rapport à TikTok ou Instagram qu'aujourd'hui, effectivement, pour attirer de nouveaux talents et en présentant du sens, il faut se servir des réseaux qui permettent de toucher une large audience, certains profils jeunes, en passant effectivement par TikTok et Instagram. C'est ça. Alors ça, c'est le sujet du sourcing de demain. Quels seront les outils pour séduire et attirer des profils. On a vu naître des Viadeo, des LinkedIn, des Facebook. On a vu arriver d'autres réseaux. Eh bien, demain, certainement que TikTok ou d'autres réseaux arriveront pour nous permettre de toucher à une population qui correspond à cette génération-là, en fait, tout simplement. Une toute petite parenthèse sur le burn-out, où effectivement, c'est le paradoxe, parce qu'on a tellement travaillé pendant des années pour chercher la motivation des salariés dans leur entreprise. Ça a vraiment été quelque chose, un concept clé, la motivation. On se rend compte aujourd'hui que non seulement il y a des motivations, mais qu'en plus, cette démotivation implique une perte d'énergie. Donc, c'est un cercle vicieux. On n'est plus motivé, on perd d'énergie, on est de moins en moins motivé. Et quand on voit comment le concept de motivation est important, aussi bien dans le management que dans le recrutement pendant des années, oui, il y a une défaillance dans le système. On est d'accord. C'est vraiment un des sujets qui pose un problème et qui a amené derrière à tous ces comportements qu'on commence à observer. Je vais en décrire d'autres aussi hein, pour aller un petit peu plus loin. Mais oui, on est d'accord qu'on est autour d'un sujet qui est crucial parce que dans cette notion de motivation, il y a la fidélisation des compétences, le développement des compétences dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui arrive encore à avoir ce rôle-là, quoi. C'est ça la question. Et en tout cas, il ne faut pas qu'elle le perde. Toujours par rapport. Je te coupe avant de passer à la slide suivante. Oui. Anne demande si la présentation, si les slides seront diffusés. Je confirme, Augustin, qu'après effectivement ce webinaire, vous aurez accès, on vous enverra le lien. Alors, je vous le confirme, bien entendu, et je vous incite à communiquer avec nous sur LinkedIn. Vous nous retrouverez sur nos comptes respectifs, et j'aurai grand plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets si vous le souhaitez. Mais bien entendu, vous aurez le droit à deux choses. D'une part, la présentation, et d'autre part, un replay qui va vous permettre de revoir ce soir à la maison de nouveau cette vidéo et pourquoi pas la partager en famille si vous le souhaitez. Et sachez que toutes les vidéos sont également sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur le blog du Florian Manson Institut et vous pourrez donc les consulter, bien entendu. Alors, nous allons continuer maintenant avec un sujet dont certains vont reconnaître le titre, puisque autre élément, autre constat aujourd'hui de la part des recruteurs, c'est que on va parler un petit peu de la notion de la valeur travail qu'avaient donc les cadras, hein, c'est-à-dire moi, dans un mois, je deviens quinca, donc les cadras et les quinquas, on va dire, et les générations précédentes. On avait une relation, en tout cas, ce qui pour nous représentait la valeur travail, était également attaché à la base de l'économie même, en fait. Le travail, c'est
l'équilibre économique, c'est aussi l'intégration sociale, et ça c'était quand même quelque chose que vous avez tous dit tout à l'heure, c'est une source de revenus, bien entendu, et c'est l'accès à la consommation et donc à la reconnaissance. Il y a toujours un lien entre ce que l'on consomme et ce que l'on veut paraître, plus ou moins accentué selon les personnes, mais c'est vrai que notre société portait plus ces valeurs-là, en tout cas nos générations, mais aussi en parallèle la notion de devoir, ça c'est très important, et d'effort. Il y a toujours eu un côté très noble dans la relation que ces générations ont eu avec le travail. Donc, et pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué, même quand j'étais étudiant et tout au long de ma carrière. La notion de devoir et d'effort est une notion positive, en fait, qui est valorisante. Bien entendu, on va y ajouter la notion de sécurité et l'épanouissement, comme le disait si bien Maslow, et ça vous le savez tous, et également l'idée que le travail pour nous est un moyen de réalisation. Ma vie ne sera pas complète, en tout cas totalement intéressante, si à côté de ça, en tout cas, ça ne sera pas abouti si j'ai pas un job qui correspond à mes ambitions. Voilà. Et puis il y avait un terme très important aussi, et ça c'est quelque chose que l'on a tous connu dans les périodes de crise, donc la perte d'emploi, en fait, la peur de perdre son job, c'était quand même quelque chose de très imprimé dans nos mémoires, et notamment cette idée de la carrière avant tout. On a tous connu après nos études des moments d'intense implication au travail, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, cette génération avait porté ces valeurs-là. Ça te semble correct? Tu veux compléter, Jean-Christophe? Non, il n'y a pas de remarque particulière. Une remarque qui a été faite, mais qui, en fin de compte, annonce la diapositive d'après. Olivier qui dit qu'il y a aussi un phénomène qui a joué, c'est l'arrivée des milléniaux sur le marché du travail. Et oui. Je crois, le thème que tu vas aborder maintenant. Oui, non milléniums, c'est vrai, on va en parler parce que ils sont là, ça y est. Et donc, il va falloir faire avec, comme on a fait avec nous à l'époque, vous avez raison. Alors, la slide qui suit, justement, va évoquer ce changement générationnel et comment les autres générations, elles, voient la relation au travail. Et là, vous l'avez ici, en fait, toujours pareil, pour la génération qu'on va appeler la génération Y, on va dire, allez, c'est tout le travail est plutôt une source d'épanouissement. Déjà, avant tout, pour moi, le travail va m'amener de l'autonomie et surtout, je ne l'attache pas forcément à la notion d'effort. Il y a plus cette relation que nous avons, nous, au travail, en disant il faut absolument que ce soit un effort, le travail, et donc, non, c'est pas du tout leurs attentes. C'est aussi un moyen d'obtenir un équilibre, mais un équilibre, cette fois-ci, vie pro, vie perso. Ce terme-là est très très important et revient régulièrement, que ce soit aujourd'hui au moment de recruter quelqu'un, de proposer un job, ça passe par des questions simples, la distance entre le travail et mon domicile, la place du télétravail, la possibilité on a même des expériences aujourd'hui d'entreprises qui testent la journée de la semaine de 4 jours. Donc vous voyez bien que tout ça c'est pour répondre aussi à des attentes d'une nouvelle génération. Moi, il ne me serait jamais arrivé, j'aurais jamais eu l'idée de bosser 4 jours, quoi. En tout cas, c'était pas concevable. Mais alors, cette génération, pour elle, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il y a la notion de plaisir qui est très très présente aussi dans cette génération et qui recherche en permanence à prendre du plaisir, pas forcément le bonheur au travail, mais prendre du plaisir dans ce qu'on fait et bien entendu le sens. Ça, c'est. Alors, on a des mots aussi qui sont rattachés à tout ça. La marque employeur qui est censée expliquer aux collaborateurs quel est le sens et l'objet de l'action de l'entreprise. Pourquoi est-ce que ce que vous faites aujourd'hui a un sens, quel qu'il soit, un sens économique, social, technologique. Chacun recherche du sens dans sa relation au travail. Un terme aussi qui est souvent évoqué par ces jeunes collaborateurs, c'est la recherche de moins de hiérarchie. Ça, c'est quelque chose la vision classique de notre organigramme figé avec des directions, des sous-directions, des chefs, de sous-chefs. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout séduisant pour cette génération. Et être chef ou être dirigeant, c'est pas forcément quelque chose qui les attire. Donc, la relation à la hiérarchie, pour eux, doit être beaucoup plus transversale. On parle beaucoup de projets, de choses comme ça.
Je sais pas si tu as d'autres remarques, Jean-Christophe. Concernant le problème de positionnement par rapport à la hiérarchie, c'est une remarque que Sophie avait relevée juste quand tu as attaqué la présentation. Une autre remarque concernant l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, un des moyens, c'est effectivement, pourquoi pas, peut-être la semaine de 4 jours qui permet de rééquilibrer déjà en temporalité. C'est plus de temps, un peu moins de temps au travail, en nombre de jours, et plus de temps chez soi. Et une autre remarque, alors de façon réflexion plus générale sur cette génération Y, c'est peut-être aussi que la responsabilité vient d'une évolution dans la transmission de certaines valeurs entre l'éducation nationale, entre les parents, dans la mesure où les employeurs vont se plaindre, par exemple, d'avoir des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui auront peut-être oublié quelques valeurs de politesse, de savoir-vivre ou autre. Une remarque qui a été formulée. D'accord. Et oui, il y a. Mais je pense que ça, c'est un problème qui est pas nouveau, la relation à la politesse. Mais c'est vrai que l'éducation nationale, selon moi, est là pour instruire, en fait. Elle n'est pas là pour éduquer. Ça, c'est les parents. Voilà. Ça, c'est notre débat. Alors, toujours pour aller dans ce sens-là, de ce que l'on observe aussi, aujourd'hui, cette génération souhaite vraiment avoir. Il y a une conscience liée au travail. Elle souhaite avoir un impact. Je ne prends pas un job que pour moi, que pour les aspects rémunération. Ce job, je le prends parce que, quelque part, mon action doit participer à quelque chose. L'entreprise que je vais choisir, bien entendu, là, je parle des plus compétents, des plus brillants, c'est une entreprise qui doit derrière avoir un impact positif sur sa société, sur l'environnement ou sur le monde économique. Donc, c'est important qu'on ait bien en tête parce que nous, en tant que recruteurs, on n'est pas toujours, on fait pas toujours attention à cette thématique-là, ou en tout cas, on l'a pas fait jusque-là. Et depuis quelques années, on voit vraiment une évolution forte, notamment des offres d'emploi qui commencent à présenter aussi l'impact de l'entreprise ou la démarche, qui pourrait être une démarche RSE, qui pourrait être une démarche associative, caritative ou autre, qui va être finalement un des critères. Et donc, on voit apparaître cette notion de conscience liée au travail. Voilà. Moi, je le vois tous les jours avec mes entretiens, et je peux vous dire que c'est intéressant quand même, parce que ça, pour moi, c'est un progrès. Alors, très important aussi à retenir, et ça vous le voyez dans le point que je traite là, le dernier point, le travail est un moyen et non une finalité. Ça, c'est très très important. Je pense que pour nous, nos générations précédentes, le travail était une finalité. Il n'y avait pas de vie sans travail. Autant pour ces nouvelles générations, c'est un moyen de plus. Il y a des besoins que je vais combler autrement, peut-être aussi, si je ne les comble pas par rapport au travail. Et on va en parler. Alors, vous avez eu la photo, ce que nous dit ce jeune candidat. Alors, encore, il a 40 ans. Ne parle pas Augustin, et je crois qu'on pourrait prendre les commandes, vu qu'effectivement nos webinaristes veulent le t-shirt, veulent le commander. Nous en demandons tous à se commander d'ailleurs. Oui. Alors écoutez, j'ai trouvé ça sur Internet. Si je le trouve, je le mettrai sur le mail que je vous enverrai prochainement. Alors si je le trouve, je le mettrai sur LinkedIn, sur mon compte. Voilà. J'avais trouvé cette image géniale. En plus, je n'ai que 40 ans, laisse-moi kiffer ma life. Ça, c'est quand même significatif de nos générations actuelles. Ok, c'est noté, je prends le challenge de vous trouver le t-shirt. Alors, nous allons continuer toujours par rapport à ce constat au travail. Et ce constat par rapport à la relation au travail. Et tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi perd-on le sens au travail? N'hésitez pas à répondre, mais je pense que vous avez tous des expériences aussi, donc c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment vous approchez cette problématique-là. Ce que nous, on remarque, et c'est quelque chose que l'on remarque par nos échanges avec les candidats, c'est le fait que beaucoup de personnes vous disent, mais moi, finalement, mon métier est devenu trop technique. Et c'est vrai que, vous le voyez ici dans la présentation, à la question « c'est quoi ton job ?» Mais en fait, c'est vrai que vous croisez des gens, vous ne savez pas ce qu'ils font en fait. Quel est leur véritable métier? Quel est le rapport dans le processus? Et je ne parle pas que des métiers digitaux en fait, qui parfois peuvent être, en tout cas dans l'informatique, on sait qu'on prend des bouts d'un projet. Mais voilà, c'était beaucoup plus simple auparavant d'expliquer ce qu'on faisait, je crois, en tout cas. Et on voit arriver, alors, ça va vous faire rire, j'espère, des postes nouveaux qui ne sont que des changements de nom des précédents postes, en fait. Là, vous avez ici le cas du talent acquisition superviseur.
bon, je vous laisse deviner, hein, c'est le recruteur, quoi. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On a des Customer Success Managers qui, eux, sont des commerciaux, hein, donc ça va bien aussi. Et puis, on a aussi une génération qui arrive de coordinateurs technico-fonctionnels. Voilà, je pense que ça résume bien le problème. Il y a un grand nombre de métiers qui ne veulent pas dire grand-chose, et ça va accentuer la difficulté que l'on a à s'identifier et se les approprier. L'idée, ce serait de compenser la perte de sens du travail en essayant de donner des titres pompeux ou qui font sourire ou qui développent des concepts qui, en fin de compte, sont déconnectés de la réalité. Et au final, ça accentue la perte de cette valeur travail. Moi, je pense, et il y a aussi cette notion de communication, en fait. Un titre de poste, c'est une communication. Je donne aux autres, quelque part, ma fonction. Si elle est incompréhensible, autant simplifier les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser, qu'il n'y a pas des choses qui sont des véritables progrès. Mais pour le coup, voilà, ce qui est dit par les personnes que l'on rencontre, c'est que parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi, en fait. Alors, il y a un autre aspect aussi que l'on observe très souvent, et ça c'est quand même un peu dommage, mais bon, c'est la réalité aussi, c'est la pénibilité intellectuelle liée au problème de management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la part de ces jeunes une vision très différente des procédures et des process dans les entreprises, qui sont plutôt des choses négatives parce qu'elles sont figées, difficile de les faire évoluer, et on parle beaucoup de réunions. J'ai l'impression que, y compris maintenant depuis que on fait beaucoup de télétravail, des télé-réunions, en fait, des réunions visio sont devenues voilà, monotones, désagréables et parfois trop longues. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir aussi dans nos entreprises. Peut-être qu'il faudrait faire moins de réunions, plus de réunions, mais plus courtes, ne traiter qu'un sujet, avoir vraiment se former à l'animation des réunions, ça aussi c'est quelque chose d'important. En tout cas, il n'y a rien de pire pour décourager quelqu'un, et d'ailleurs, on voit dans les réunions ceux qui s'ennuient ou pas, en fait. Un autre point aussi important que je voudrais évoquer avec vous, et toujours pareil par rapport à ce sens au travail, c'est la notion des déséquilibre qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes aujourd'hui, en fait. Ça, c'est un sujet réel, on en a parlé, on a parlé de la discrimination, mais on sait aujourd'hui que les femmes ont une charge, en tout cas émotionnelle, intellectuelle, beaucoup plus importante que les hommes, parce que tout simplement, elles assurent des tâches à la maison, et du coup, leur journée ne se termine pas à 18h, elles ont d'autres thématiques à traiter derrière, et même si on évolue, la société évolue aujourd'hui, et on arrive à avoir de plus en plus d'actions et une volonté réelle d'équilibrer les choses, mais on n'y est pas encore, et forcément la relation que les femmes ont à la valeur travail n'est pas forcément la même que d'autres personnes, que les hommes. Donc encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire de la discrimination, il s'agit de dire on est sur une thématique de déséquilibre constaté qui va changer la relation au travail. Voilà. Et puis enfin, un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'emploi des seniors. Alors, je n'ai pas fait exprès de choisir ce thème aujourd'hui par rapport aux thématiques de retraite, mais c'est vrai qu'il y a un véritable paradoxe. Le paradoxe, c'est que on nous dit qu'il faut travailler de plus en plus longtemps, mais le recrutement des seniors est un vrai problème. Aujourd'hui, on le voit au quotidien, il y a de plus en plus de difficultés pour accepter dans les offres d'emploi des personnes, des seniors, pour plein de mauvaises raisons d'ailleurs. Entre autres, c'est qu'on ne sait pas s'appuyer sur leurs compétences, la capacité à transmettre, la capacité à former aussi. Donc voilà, c'est important de le dire. Tout ça a modifié profondément notre relation au travail. Des commentaires? Une réaction est concernant différentes choses, mais entre autres concernant le côté réunionnite que tu évoquais. En disant effectivement, on a de la réunion. Donc déjà, commencer par la base quand on organise une réunion, c'est d'avoir des ordres du jour, d'avoir un objectif. Ça permet effectivement de donner du sens à la réunion. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un paradoxe qui contribue aussi à cette évolution du sens de leur travail. On va avoir beaucoup de réunions, on va échanger, mais on ne va pas forcément s'entendre. Après, on ne va plus parler, communiquer entre 2 ou 3 personnes, et on va s'envoyer des mails. Donc là, on va effectivement dénaturer la relation humaine en passant par un écrit numérique qui est totalement déshumanisé. Et c'est vrai que ça n'arrange pas le fait de donner du sens au travail. Et
il ne faut pas oublier que dans une réunion, c'est la relation, il y a un émetteur, un récepteur, mais il y a aussi une communication qui fait dans les deux sens, en fait. Et les réunions sont faites aussi pour produire ensemble. Ça, c'est un sujet aussi. Hein. Est-ce qu'on produit ensemble les réunions ? Oui, c'est ça. Et en termes de process aussi, une remarque de Laurence qui dit qu'il y a aussi une perte de sens quand on est dans une logique de reporting en cascade et on finit par se demander même pourquoi on fait du reporting dans la mesure où les résultats, les informations communiquées, on se demande si elles sont utilisées, si elles sont analysées. Alors, donc, on fait du reporting pour faire du reporting et ça n'a plus de sens. Alors, c'est tout à fait exact. Je suis d'accord. Et en plus, ça se voit sur à d'autres moments de la vie d'un collaborateur. Je vais prendre l'exemple de l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation, si il se termine par OK, on vous a fixé des objectifs, on vous donnera des moyens et que rien ne se passe derrière, hein, s'il n'y a pas un après, eh bien, on repart sur l'incompréhension de l'utilité de la chose, on repart sur l'incompréhension non atteinte des objectifs, la non-évolution et le fait que ce rendez-vous n'a servi à rien, en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de suite après les réunions, comme après l'entretien annuel d'évaluation ou l'entretien pro, en fait, les gens se découragent et se disent à quoi bon ? On est d'accord. Alors, on va avancer et je vais évoquer maintenant aussi, toujours dans cette notion de constat, deux éléments importants. Tout d'abord, on observe du coup des nouveaux comportements de la part des générations Y et Z, mais aussi on a quand même des réactions de la part des entreprises qui peuvent être positives ou moins positives. Alors, si je pars sur les nouveaux comportements de ces générations qui, elles, ont une approche différente au travail, ce que l'on va voir le plus souvent, c'est la notion de grande démission. Vous avez entendu parler aussi aux USA, ça a été un mouvement assez important, mais pourquoi est-ce que les gens démissionnent ? C'est parce qu'en fait, leur expérience en tant que collaborateur n'a plus aucun intérêt. Voilà. Je suis déçu de mon rôle dans mon entreprise et je suis insatisfait de mon job au quotidien. Sinon, je ne démissionnerai pas. Donc, ça a été un phénomène qui a traversé l'Atlantique et qui a touché beaucoup de collaborateurs en France aussi. C'est un sujet tellement important que c'est devenu un thème dans le management et dans les thématiques RH qui est carrément stratégique, en fait, parce que les talents partent. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Et notre point... Pardon. Excusez-moi, je m'étrangle. Alors, et notre point important, c'est l'effet boomerang. Alors, si tu veux, Jean-Christophe, l'effet boomerang, c'est quand on quitte son entreprise pour mieux, hein, peut-être pour mieux, pour évoluer, pour avoir un meilleur salaire et plus de responsabilités, et que quelques temps après, on se dit, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je reviens là où j'étais avant, et j'étais mieux avant, en fait. Ça, c'est un phénomène qui est plutôt récent, que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, et je pense que vous en avez entendu parler, donc ça s'appelle l'effet boomerang, et c'est le fait finalement de se dire, à quoi bon prendre plus de risques, je reviens en arrière. Alors c'est vrai aussi que c'est lié au fait que j'ai testé, j'ai comparé, et je préfère ce que j'avais avant. Voilà. C'est amusant ce que dans les interventions de chat, alors sur une autre thématique, mais Catherine évoquait le fait qu'un senior embauché n'ira pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En fin de compte, si on peut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et maintenant aujourd'hui on se rend compte, si c'est pas le cas, on s'arrange pour revenir dans la structure dans laquelle on était avant. C'est ça. Je pense que on va voir ailleurs quand on atteint un niveau quand on a appris ce qu'on avait à apprendre, en fait. On va ailleurs quand on a été chassé aussi, et on va ailleurs quand on a développé une employabilité qui fait que j'ai intérêt aussi maintenant à me tester ailleurs. Mais aussi on y va parfois pour des raisons humaines, en fait, d'ambiance, et que finalement on se dit, finalement j'étais pas si mal que ça dans ma boîte. Voilà. Alors, allez, on va parler de quelques mots rigolos parce que vous l'avez vu, hein, il y a deux termes ici que j'ai voulu souligner. Tout d'abord, le quiet quitting. Alors ça, excusez mon accent anglais lié à mes origines espagnoles, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la démission silencieuse. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est finalement
avoir une attitude au travail qui est de faire le moins possible, ne pas donner plus que ce qu'on a envie de donner, et rester voilà, très très passif et en faire le moins possible. C'est vraiment, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez ce terme-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus et de vidéos, même des youtubeurs experts en management ou sur TikTok qui en parlent. On a un autre terme qui est apparu récemment, alors celui-là, je l'avoue, je l'ai découvert en préparant le webinar, c'est le hashtag Act Your Wage. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, c'est pas une invention, mais ça veut dire tout simplement que à salaire bas, je m'investis le moins possible. Voilà. Et donc, vous allez sur Internet, vous tapez ce mot-là, et ce hashtag, il existe, et c'est vraiment une lame de fond. Beaucoup de personnes prennent vraiment le fait de dire ok, moi je travaille en fonction de ma relation à l'équité au travail. Donc ça devient une revendication. Enfin, voilà, arrêtez de baisser les salaires ou de nous payer trop peu, sinon effectivement on va moins s'investir. On le revendique. Voilà, tu suis mal payé, j'en fous pas une. Voilà, c'est tout simplement. Et au contrario, si tu me payes plus, mais je vais m'investir. Voilà. Alors, les réactions des entreprises, qu'est-ce qui se passe? On a forcément face à ces nouvelles générations, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, il y a cette notion aussi d'attractivité des entreprises par rapport à leur implication sociétale, par rapport à cette notion de RSE, par rapport à la marque employeur. Et puis après, on a des réactions par rapport à ces comportements qu'on vient de voir. Le premier, c'est le quiet firing, qui est donc une réaction au quiet quitting, qui veut dire le licenciement silencieux. C'est quoi? En fait, on met les gens au placard. Voilà. On les met au placard, mais pas de manière physique. On va arrêter de les solliciter, de les inviter aux réunions, on va les isoler intellectuellement et émotionnellement. Ça existe vraiment dans certaines boîtes. Et donc, c'est la façon de faire en sorte que finalement les gens s'en aillent de manière silencieuse et qu'ils finissent par démissionner. C'est un peu triste comme effet, mais c'est une réalité. Et puis enfin, un autre terme aussi qui revient maintenant, c'est le quiet hiring, qui est donc le recrutement silencieux, c'est-à-dire que plutôt du coup que de recruter les personnes à l'extérieur, on va vraiment essayer d'identifier ceux qui, dans mon équipe, se donnent et sont capables d'absorber plus, et donc je vais miser sur eux. Voilà un phénomène important. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. N'hésite pas, hein, Jean-Christophe, s'il y a des choses qui sont... Il y a des échanges, mais qui sont en parallèle des thèmes abordés pour l'instant. Ah, il y a un débat entre les webinaristes, mais tant mieux. Ok, alors, je vous ai dit tout à l'heure, tout ça c'est très bien, en fait, mais en réalité, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau, pourquoi? Parce que on y trouve des mots anglais. Ce qui est nouveau, globalement, c'est cette relation au travail. Mais moi, je vais vous parler maintenant de quelque chose qu'on a longtemps travaillé avec Florian Mentionne à l'occasion de nos formations et qu'on retrouve souvent dans nos bouquins, les ouvrages que nous publions. C'est cette notion d'équité. Je voudrais juste m'attarder un petit peu dessus pour vous expliquer comment est-ce que nous, on voit les choses à ce niveau-là. Alors, l'équité, qui selon nous n'est pas un problème nouveau, consiste à dire que chacun, de manière inconsciente, va élaborer des stratégies par rapport à sa propre perception de ce que c'est que l'équité. Okay, donc, dans cette équation, vous avez donc l'équité, qui est le rapport entre la rétribution et la contribution. La rétribution étant la rémunération et la reconnaissance, sous tous ces aspects, bien sûr, et la contribution, c'est c'est votre effort, c'est votre action de travail. Et donc, si à un moment donné, comme vous le voyez ici, je me rends compte que mon équité est inférieure à celle de mon collaborateur, il va y avoir deux possibilités. C'est illustré dans l'équation que vous avez ici. R1 sur C1 est inférieur à R2 sur C2. C'est-à-dire que je trouve que je suis moins bien traité. Alors, il y a 4 possibilités pour rétablir l'équilibre. Je vais essayer quand même de manière inconsciente ou un peu consciente, essayer de jouer en ma faveur. La première chose que je peux faire pour justement rétablir l'équité, c'est de tout faire pour augmenter ma rémunération. Donc, j'augmente le R1. Comment je fais? Je râle, je vais voir mon responsable, je menace de partir, ou alors je vais faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, voilà, ma rémunération augmente. La deuxième action possible,
c'est de dire, OK, eh bien, je vais baisser ma contribution. Et c'est ce qu'on voit dans l'équation et que l'on voit dans cette nouvelle génération qui vous dit que finalement, moi, j'en ferai pas plus puisque je suis mal rémunéré. Après, il y a… On est en plein dans le hashtag Actual Wage, dont tu parlais tout à l'heure. On est en plein dedans, c'est exactement ça. Et puis après, il y a deux réactions un peu plus, entre guillemets, alors d'une part négative et on va dire, ouais, qu'on pourrait suspecter allez, on va dire, limite malsaine. Ouais, toxique en fait dans l'entreprise. Oui. C'est de clairement faire en sorte de baisser la rémunération de mon collaborateur, celui que je considère meilleur que moi. Il y a plein de façons de le faire, hein, qui sont plus ou moins, on va dire, licites, ou dans des pratiques qui sont plus ou moins justes. Et puis aussi, le fait de dire, mais ce que je vais faire en revanche maintenant, c'est que je vais lui augmenter son C2, sa contribution, c'est-à-dire que je vais lui filer du boulot. Voilà. Je ne vais pas faire le boulot, c'est lui qui va le faire maintenant. Donc ça, c'est une formule que nous avions utilisée depuis des années avec Florian Mentionne, et à l'occasion de nos formations, et ça correspond bien à la réalité. Des réactions là-dessus ? Non, les gens sont très attentifs pour l'instant. Il y a la fin du dialogue évoqué tout à l'heure sur comment motiver par la rémunération. Les gens sont attentifs. C'est vrai que le concept n'est pas simple. Donc, nos webinaristes ont suivi avec attention tes explications. Ben écoute, en tout cas, vous avez l'équation dans la présentation et vous avez aussi les explications dans nos ouvrages. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Allez, on va continuer maintenant, mais en essayant de maintenant d'apporter quelques idées. Et là, je vous attends tous. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour redonner du sens au travail? Je vais lister quelques éléments qu'on a vu ensemble et auxquels nous croyons. Tout d'abord, c'est cette notion de confiance. Vous le savez tous. Quand on délègue, on est en train de dire à quelqu'un « je te fais confiance ». Déléguer, c'est faire confiance. A priori, c'est donner de l'autonomie et c'est pas de contrôler en permanence ou de fliquer les gens. C'est très important. Donc, les gens ont besoin de confiance et quand on délègue, on fait preuve de confiance. Autre point, ce que je vous disais, hein, c'est on va essayer de réduire les inégalités, justement, en disant la chose suivante, peut-être que on devrait commencer aussi à regarder les performances collectives d'une part, mais aussi les performances individuelles. Très souvent, on a du mal à accepter de proposer des rémunérations, en tout cas de parler de rémunération individuelle, et même d'en parler dans l'entreprise, en fait. Voilà. Si une personne travaille plus, il est normal qu'elle soit mieux rémunérée, sans que ce soit une obligation de travailler plus. C'est ça que je veux dire. Il faut bien évidemment stimuler les évolutions professionnelles. Un poste figé est un poste qui va s'encrasser dans la monotonie. Donc voilà, faire évoluer les objectifs. Et également aussi augmenter la démocratie et tout ce qui est participatif dans l'entreprise. Si on fait des réunions et qu'on parle de process, on doit être en mesure un jour de dire mais ce process, on va l'améliorer, le faire sauter, mais de manière démocratique. Et ça, c'est très très demandé par la plupart des collaborateurs. Je voulais vous dire aussi que le travail est devenu non plus un moyen, non pas une finalité, mais un moyen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et que finalement, mais je travaille pour quoi en fait? Et ça, c'est quelque chose que je voulais aussi remarquer, c'est que je travaille pour m'épanouir, je travaille pour améliorer mon niveau de vie, je travaille pour accéder à des biens et services, c'est vrai. Il y a plein de raisons qui me poussent à travailler et on doit aujourd'hui se mettre d'accord sur le fait que ces moteurs qui étaient différents avant ont évolué vers d'autres moyens et moteurs de motivation. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le fait de quitter l'entreprise, c'est quelque chose de pas si rare que ça, de l'instant où l'objectif que je me suis fixé n'est pas atteint. Et aussi, ça, j'aimerais vous en parler une petite minute, on observe de plus en plus d'épanouissement en dehors du travail. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs vont trouver à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas dans l'entreprise, dans le monde associatif, ou vont le compléter, hein, c'est pas forcément pour opposer les deux. Le monde culturel, associatif, sportif. On est un pays très riche au niveau associatif, la France. Et donc, beaucoup de personnes vont s'épanouir finalement en dehors de l'entreprise, ce qui est quand même une nouveauté par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années encore. Voilà. Une remarque par rapport à ce que tu viens de développer sur la mise en place de fonctionnement participatif. Olivier nous dit qu'effectivement, au sein de leur structure, ils se sont mis dans une dynamique de réunion codev. Donc, on
prend l'acronyme co-développement, effectivement, où les réunions sont vraiment là pour construire ensemble. Voilà, et voilà, construire et travailler ensemble, on est d'accord. C'est exactement ce que les entreprises mettent en place aujourd'hui, justement, et que nous aussi on observe. Il y a même des formes d'entreprises qui sont intéressantes, hein, les entreprises, les scopes, où il y a une grande démocratie. Voilà, donc tout ça, c'est très positif parce que ça répond à un besoin exprimé par les nouvelles générations. Et Nathalie nous fait remarquer qu'effectivement, la dernière argument que tu présentais par rapport au fait de chercher ailleurs que dans le monde de l'entreprise, Nathalie nous dit d'où l'intérêt aussi d'ouvrir les entreprises au monde des associations. C'est vrai que ça peut être un moyen d'apporter du sens dans l'entreprise. Et ça rejoint la recherche de sens des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on peut inciter des collaborateurs dans votre entreprise à participer à des projets associatifs, des projets d'éducation, des projets d'intégration de personnes en difficulté. Enfin, il y a plein d'assauts qui s'appuient sur les entreprises. Et ça aussi, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est un phénomène qui s'accélère. 3 points importants que je souhaitais développer, c'est tout d'abord, ce qui compte, c'est finalement ce qu'on cherche tous, c'est donner du sens à notre vie, c'est clair. Nous, on part du principe qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'il n'y a pas une vie professionnelle et une vie personnelle. On a voulu peut-être trop scinder les choses, et le télétravail montre que c'est impossible. Aujourd'hui, on travaille chez soi, donc comment scinder les deux choses, c'est quasiment impossible. Et aussi cette notion de quête de sens et de développement de l'esprit. Alors, quand je dis développement de l'esprit, c'est aujourd'hui, quand on bosse, quand on fait un job, on doit avoir une nourriture spirituelle, intellectuelle. On n'est pas sous hypnose, c'est toi qui m'avais trouvé ce terme, Jean-Christophe. Et c'est important aujourd'hui de trouver, au-delà du sens, mais, ces éléments-là dans la relation au travail. Okay, autre point aussi, le sentiment d'utilité. Si je me sens utile dans mon travail, et là j'en parle au manager que vous êtes, hein, si je me sens utile dans mon job, eh bien forcément, je vais être fier, j'aurai un sentiment d'appartenance et je me sentirai mieux dans mon activité et je donnerai le change. Okay, et enfin, ce que je voulais vous dire, c'est la notion d'aide. Le télétravail, le travail à distance n'enlève pas la possibilité d'aider ses collaborateurs, d'apporter à son entreprise, d'aider vos collaborateurs ou même vos collègues à trouver du sens dans les tâches. Il suffit de les expliquer, de prendre le temps. Un dirigeant doit montrer son cap, donner les raisons qui font qu'il veut atteindre cet objectif. Et donc, c'est ça la recherche de sens aussi. Hein. À quoi ça sert ce qu'on fait ensemble? Enfin, je vous parlerai d'une notion aussi qu'on aime bien, c'est l'entreprise de soi. Voilà, on gère sa vie comme une entreprise. Voilà, c'est vraiment entreprendre, c'est ne pas subir, c'est réfléchir, c'est agir, c'est se former. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme vous le voyez dans cette dernière image, c'est la relation gagnant-gagnant qui nous intéresse. Hein, c'est rétablir les déséquilibres. Donc j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Vous êtes très nombreux encore à avoir participé à ce webinaire. On arrive à 14h, donc l'heure est passée très vite. J'ai bien apprécié échanger avec vous, vraiment, je suis ravi. Et je vous donne rendez-vous donc pour nos prochains webinaires, puisque je vais vous l'afficher tout de suite. Le prochain webinaire, donc comment détecter des CV mensongers, donc suite à notre étude que nous avons publiée récemment, et qui aura lieu donc le jeudi 6 avril. Puis après, vous voyez tous les autres webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement. Voilà. Merci Jean-Christophe, c'était très sympa. Merci Augustin, merci aux webinaristes. Mes excuses, il y a eu pas mal de commentaires et c'est vrai que ce n'est pas évident à suivre en direct, donc il y a certainement des remarques qui sont passées à travers, j'en suis désolé. Mais merci pour cette participation et merci pour ces éclairages et ces pensées, ces analyses, Augustin. J'étais très ravi de faire ça avec toi. On réfléchit ensemble et on continue à évoluer dans nos réflexions managériales. À très bientôt à tous. Bonne fin de journée, au revoir.